On passe du coup, bien évidemment, sur l'autre écran. Parlons du champion maintenant, le titre. Hashtag le titre, nous dit T-Wolves Nation. Et faire la preview, je vous l'envoie dans le chat. La preview est signée Julien, bien évidemment, qui est avec nous. Illustration, encore une fois, et je l'affiche en grand, signé Jordan. On reste là pour parler de l'efficacité des Dwarves, nous dit Tom. Ça y est, ça commence, j'aime bien. Ils sont chauffés. Julien, qu'est-ce que tu peux dire sur la saison de tes Minnesota Timberwolves, la saison passée? Quel résumé tu peux faire un petit peu de la saison passée de ces Wolves-ci? À l'accession au playoff, c'est suffisamment rare Minnesota pour être souligné, célébré. On a kiffé la saison. On savait pas forcément trop quoi attendre parce que c'est Minnesota, parce que ce groupe-là avait peu évolué par rapport à celui de la saison passée. Mais on avait aussi les motifs d'espoir sur des joueurs qui ont énormément apporté. Donc je vais pas parler trop de D'Angelo Russell, de Karl Anthony Towns, on les connaît, on sait ce qu'ils amènent. Euh, mais on a eu des apports qui ont été extrêmement importants pour la réussite de cette équipe. On parle de Patrick Beverley évidemment. Alors il y en a pas mal qui peuvent se moquer de Pat Bev jusqu'à ce qu'ils jouent dans leur équipe. On le voit presque chaque été maintenant, parce que ça fait un petit moment qu'il passe d'équipe en équipe, mais à chaque fois il apporte. Et chez nous, il a changé en fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire la mentalité de l'équipe. Il a amené quelque chose qui n'existait pas dans la franchise, une envie une envie de gagner, une agressivité, une envie de se donner à 200% à chaque seconde sur le parquet. Et ça a fait la différence. Donc ça a permis de créer un groupe, de créer un état d'esprit. Ça a emmené pas mal de joueurs derrière lui. Il a eu quelques relais aussi auxquels on s'attendait en termes d'état d'esprit. Je pense à Vanderbilt, des joueurs qui sont partis du coup aussi cet été, on va en reparler. En tout cas, derrière cet état d'esprit-là, et puis avec un encadrement, un management qui est plus stable et qui semble être clairement plus performant aussi que ce qu'on a pu connaître par le passé. L'arrivée de Chris Finch aux manettes qui a eu le temps maintenant de mettre en place ce qu'il souhaitait faire. Ça a donné une saison très sympa. On a été solide défensivement, contrairement à ce qu'on pouvait attendre en début de saison. Ça a mis un petit peu plus de temps à se roder en attaque, mais puis ça a fini par venir avec le talent aussi naturel d'Anthony Edwards, de Karl Anthony Towns, de Russell évidemment. Donc voilà, une bonne saison qui s'est arrêtée en playoff, c'est déjà une bonne chose, même si la série contre Memphis reste frustrante pour plein de raisons. Déjà parce qu'on pouvait faire mieux, on devait faire mieux en termes comment dire, de solidité, on va dire. On a été fragile dans les mauvais moments. On a laissé filer les matchs quand on n'aurait pas dû les laisser filer, très clairement. On est tombé face à une équipe qui avait un petit peu plus de cette expérience-là, même si c'était une équipe très jeune aussi. Voilà, donc les joueurs qui sont passés au travers aussi individuellement. On a eu des difficultés sur Karl Towns, mais qui n'est pas le pire. D'Angelo Russell, par exemple, qui est passé complètement à côté de sa série. Par contre, on a eu un gros Anthony Edwards pendant cette série-là aussi. Ses premiers playoffs, il a quand même sorti des très grosses performances. On l'a vu faire des choses un petit peu nouvelles aussi sur le côté défensif. Donc voilà, les voyants sont quand même globalement au vert. On sortait de cette saison-là, on était un petit peu frustré, un petit peu énervé du final parce qu'on pensait pouvoir faire mieux en voyant la série, vraiment. Néanmoins, ça restait satisfaisant. Par contre, on s'attendait absolument pas à l'été qui nous a été offert par le management. Complètement, on va y revenir bien évidemment à cet été avec beaucoup de changements, mais avant ça, et ça va un petit peu dans le sens que tu veux dire, et c'est ce que tu cites aussi un petit peu dans la preview, une franchise de Minnesota qui est en recherche de stabilité, en recherche aussi de changement de culture, Marc Lore et Alex Rodriguez, qui ont fait des changements structurels dans le staff, le FO, avec notamment l'arrivée de Tim Connelly, le GM et surtout le président des opérations basket de Denver, je peux en parler, qui on doit vraiment le visage de la franchise des Denver Nuggets actuelle. Bien évidemment, il y a ici la réussite de Chris Finch qui s'inscrit dans une sorte de continuité vraiment dans ses positions de staff, de coaching staff, de FO. Il y a vraiment cette volonté de transformation de culture à Minnesota et de fonder une franchise gagnante sur
ce corps de joueurs, sur cette réussite de la saison passée. C'est un petit peu aussi ce qui se retranscrit dans ta preview. Et c'était à noter aussi, n'hésitez pas à aller voir bien évidemment pour ceux qui voudraient un petit peu plus d'exhaustivité sur ces points-là dans la preview. Mais nous, on va aller un petit peu plus rapide en faisant d'abord, comme d'habitude, le point sur le roadster et pour pouvoir aborder très rapidement les points qui nous intéressent, à savoir les points du jeu, le fit avec Rudy Gobert, puisque c'était la grande arrivée bien sûr du côté de ces Wolves cet été. Vous l'avez sur l'illustration, vous l'avez également dans la preview que j'ai bien évidemment lancée dans le chat, mais qui sera disponible dans la description de cette vidéo, de ce replay YouTube, bien sûr, pour ceux qui suivraient le replay en différé. Je vais faire le tour du roster et on va s'attaquer à ces points du jeu. Meneur de jeu, justement, D'Angelo Russell, Jordan McLaughlin et Austin Rivers, nouvelle arrivée. Au poste d'arrière, Anthony Edwards, Jalen Noel, Bryn Forbes, Wendell Moore Jr. et A.J. Lawson. Au poste d'ailier, Jaden McDaniels, Taurean Prince et Josh Minott. Au poste d'ailier fort, Kyle Anderson, Nathan Knight, Eric Pasquale. Au poste de pivot, Rudy Gobert donc, Karl Anthony Towns et Naz Reid. La grosse arrivée de Gobert, on va y revenir. Petit mot sur Kyle Anderson, puisqu'on en parlait juste avant avec les Memphis Grizzlies. Une addition intéressante qui densifie la rotation sur l'aile, une très bonne acquisition puisque Anderson c'est un joueur vraiment plutôt bien coté à travers la ligue et qui va apporter un petit peu de tout potentiellement, qu'on peut plug and play un petit peu partout, dans à peu près n'importe quel système de jeu, qui est très bon défensivement, notamment sur le QI défensif et off-ball, sur les lignes de passe, sur le positionnement, le placement, qui est également très intéressant en termes de playmaking pour un poste 4 qui va amener un playmaking secondaire très intéressant et donc qui pourra s'intégrer potentiellement dans cette équipe, qu'on voit potentiellement s'intégrer assez facilement, d'autant plus avec un coach comme Chris Finch qui fait son beurre de ce genre de joueur, donc on devrait avoir des choses intéressantes. Et donc petit mot avant de passer bien évidemment au fit Rudy Gobert, puisque c'est ça qui va nous intéresser le plus. Deux besoins chez les Wolves la saison passée, le rebond défensif, la défense intérieure, la protection d'arceau. Rudy Gobert, Julien, ça comble parfaitement ces deux besoins-là. Ah ben c'est assez incroyable, c'est vrai que quand le trade intervient, alors on se pose plein de questions sur d'autres sujets en termes de fit, notamment par rapport à la présence de Karl Anthony Towns, on va y revenir. Mais sur le papier, en tout cas, c'est forcément excitant parce que comme tu dis, ça coche les deux plus grosses lacunes, ça comble pardon, plutôt les deux plus grosses lacunes et de loin de la franchise l'an dernier. Ça nous a coûté très cher à de nombreuses reprises, ça nous a coûté très cher face à Memphis, où on se faisait manger au rebond défensif par des postes 4 agressifs, du Brandon Clark par exemple. Donc forcément, c'est vraiment excitant de voir cette arrivée-là. Elle était hyper inattendue. Le trade, on l'a déjà expliqué, on redirigera vers les articles si nécessaire, mais il fait du sens à plein d'égards. Oui, on envoie beaucoup de choses, mais finalement, on envoie surtout des pics de draft. Et pour une équipe comme Minnesota aujourd'hui, avec la construction de l'effectif actuel, les pics de draft, est-ce qu'ils sont vraiment valorisables autant que pour d'autres équipes de la ligue? Surtout qu'on peut toujours remanier cet effectif à l'avenir si la sauce ne prend pas. On a quand même beaucoup de joueurs à forte valeur. Donc pour moi, c'est un pari qu'il faut tenter. Alors ça a enragé certains fans des Nuggets. J'ai remis en tête de voir Tim Connolly être agressif sur le marché des trades alors qu'il n'a jamais n'a jamais tenté ce trade-là aussi à Denver pour faire passer le cap ultime à son équipe. Alors, est-ce que c'est un peu tôt pour Minnesota? Est-ce que ça fait de Minnesota un candidat au titre? On en reparlera, on peut douter de ça. Mais en tout cas, c'est forcément hyper intéressant de regarder cet effectif-là et cette volonté d'aller sur des Twin Towers qui n'ont plus été faites depuis la tentative Anthony Davis de Marcus Cousins dans un registre complètement différent et qui avait très très bien fonctionné par contre, malgré les blessures qui après ont un petit peu cassé tout ça. Mais en tout cas, c'est forcément hyper intriguant, on a forcément envie de voir ça. Ça coche beaucoup de cases encore une fois, mais ça soulève aussi pas mal de questions, que ce soit en termes d'état d'esprit, par exemple défensif. On a vu que Gobert, en étant un intimidateur, le meilleur intimidateur de la ligue, s'il n'est pas soutenu par des extérieurs qui défendent eux aussi le plomb et qui laissent tout le sale travail à leur pivot, ça ne fonctionne pas non plus, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que lui est capable d'élever le niveau défensif d'une équipe à un niveau élite seul. Pour autant, seul ne suffira pas. Donc il faudra aussi que nos défenseurs extérieurs
reste au diapason. Alors, en l'absence de Patrick Beverley qui avait fait un petit peu monter tout ça, on va voir comment ça se comporte. On a vu que D'Angelo Russell avait progressé dans ce registre-là la saison passée, sur le playmaking défensif, sur la concentration. Ça sera jamais un défenseur d'élite, qu'on soit clair. Mais en tout cas, il y avait de vrais progrès de ce côté-là, en tout cas dans l'implication. Anthony Edwards a largement les capacités athlétiques pour le faire. Et on l'a vu que même quand il se mettait à le faire, ça n'impactait pas son endurance de l'autre côté du terrain. Quand il fait des mauvais choix, il les fait tout seul comme un grand, c'est pas par fatigue. Donc Anthony Edwards, il va être capital là-dedans aussi. Il faut clairement que nos lignes extérieures soient très solides et participent à l'effort défensif pour pas que Rudy Gobert se sente tout seul comme il l'était trop souvent au Jazz et ça avait créé notamment des frustrations. Donc déjà, ça c'est un premier point. Sur le plan défensif, on peut espérer que du mieux pour une équipe qui avait déjà été surprenante l'année dernière et là qui récupère un joueur qui a été multiple défenseur de l'année et qui, on le sait par toutes les stats avancées et si on regarde un petit peu les matchs de Utah ces dernières années, qui fait monter le niveau défensif encore une fois tout seul d'une équipe. Il y a un poste trop important et il est beaucoup trop impactant pour que ce ne soit pas le cas. Donc de ce côté-là, je suis assez rassuré. Ma seule interrogation à la limite viendrait du côté de Karl Anthony Towns, qui n'est pas un défenseur élite très clairement dans la raquette, qui va du coup jouer poste 4 désormais. Alors, ça pose des questions sur l'attaque, mais défensivement, il va avoir des joueurs en face de lui qui sont plus fuyants, qui sont plus dans le même registre. À voir un petit peu comment on va gérer ce positionnement défensif de Towns, qui va probablement souvent se retrouver entre Gobert et Jaden McDaniels et Kyle Anderson et Taurean Prince, qui vont eux trois occuper souvent le poste 3-4, donc régulièrement le poste 3 pour l'encadrer. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de Towns sur le plan défensif dans ce nouveau positionnement-là qui est induit par l'arrivée de Gobert aussi. Même si on risque d'avoir des alternants sur le poste 5 aussi. A priori, le plan, c'est d'avoir toujours un des deux joueurs sur le terrain. Donc on devrait toujours voir un petit peu du temps sur le poste 5. Mais quand même, majoritairement, maintenant, il va passer poste 4 avec Rudy en 5, évidemment. Oui, complètement. Alors, je répondais à pas mal de gens dans le chat. Ce qui est bien, c'est qu'avec la rediffusion YouTube, n'hésitez pas aussi à regarder la vidéo. Je sais que ça peut se faire en podcast, etc. Mais il y a pas mal de commentaires intéressants un petit peu à côté, mais qui apportent aussi d'autres choses dans le chat. Et comme ça m'évite aussi de tout lire potentiellement. Ça nous mettrait un petit peu en retard. Tu parlais du coup des capacités des joueurs défensivement sur le terrain à côté de Gobert. C'est vrai qu'on avait, et tu le citais très bien, l'exemple Utah où il avait finalement été complètement lâché finalement à la fin par la défense extérieure du Jazz et qui du coup il n'y avait plus que lui qui était là pour défendre Gobert et c'était trop compliqué à un moment pour lui pour faire tout le boulot. Là effectivement on pourrait croire avec Minnesota parce que les réputations malgré tout ont la vie dure qu'il n'y a pas forcément de défenseurs autour. On l'a vu, c'est un petit peu différent la conclusion et notamment depuis la saison dernière puisqu'il y a eu pas mal d'évolutions à ce niveau-là pour les joueurs. On pense notamment à un joueur comme D'Lo, mais tu le citais très bien. Je voulais revenir sur l'aspect Karl Anthony Towns. On peut aussi imaginer qu'à partir du moment où Karl Anthony Towns est impliqué sur le pick and roll en défense, on peut revenir à Minnesota sur du edge temporaire. C'est une couverture défensive qui a été utilisée par Chris Finch et a déjà été un petit peu intégrée par l'équipe préalablement, donc ça peut être un retour. Et puis aussi, je voulais ajouter, on peut aussi imaginer des pré-rotations. Alors les pré-rotations, l'idée c'est que on anticipe le fait que par exemple l'équipe adverse cible Karl Anthony Towns sur un pick and roll et en fait à l'avance Rudy Gobert et Karl Anthony Towns switch pour que finalement ce ne soit pas Karl Anthony Towns qui vienne défendre le pick and roll mais plutôt Rudy Gobert. Il y a des choses en tout cas à inventer de ce côté-là du terrain et le potentiel défensif, ce que je voulais dire, semble quand même semble meilleur que ce qui pourrait être imaginé aux premiers abords quand on voit le roadster et Rudy Gobert pourrait réellement avoir du support de la part de ses coéquipiers d'un point de vue défensif et donc ne pas se retrouver dans une problématique telle qu'elle pouvait exister à Utah au Jazz. L'autre question, c'est de l'autre côté du terrain, Julien. Offensivement, le duo Karl Anthony Towns Gobert, est-ce que c'est viable? Au premier abord, il y a quand même une complémentarité qui se dégage avec Kat qui est bien évidemment, s'il en est, un intérieur extrêmement shooter,
peut-être un des meilleurs intérieurs shooters de l'histoire. On sait qu'il l'avait dit, et il y a un article d'ailleurs sur QI à ce niveau-là, que je vous invite à aller voir. Kat, il aime jouer à l'extérieur et loin du cercle, et c'est quelqu'un qui est très capable à ce niveau-là, et donc du coup ça pourrait permettre voilà, de solutionner ça. Le problème sous-jacent, c'est que il profite aussi énormément de sa gravité à l'extérieur justement pour pouvoir ensuite driver, c'est-à-dire à amener la défense à l'extérieur, puis sur une feinte potentiellement pouvoir l'éliminer et ensuite s'ouvrir une ligne de drive très ouverte. On sait que Minnesota jouait pas mal en 5 out, c'est-à-dire que avec Karl Anthony Towns qui peut jouer à l'extérieur, ça permettait de jouer vraiment sans ancrage à l'intérieur et donc du coup ouvrir toutes les lignes de drive potentiel. Ça a pu aussi profiter à des joueurs comme Anthony Edwards qui est un joueur qui est vraiment est porté beaucoup sur le drive avec ses capacités athlétiques, avec une finition proche du panier qui est encore à améliorer, mais malgré tout les capacités sont bien là. Avec Rudy Gobert, il y a moins les lignes de drive risquent d'être moins claires avec un défenseur qui pourra à chaque fois, le défenseur attribué à Gobert, rester à l'intérieur et boucher forcément ces lignes de drive. Qu'est-ce que tu penses de ce fit offensif et de potentiellement cette problématique? Et bien sûr, je vous envoie la question également à vous dans le chat. Alors juste pour répondre à Kawelito sur la partie edge, sur la partie défensive en 30 secondes, en effet, on a défendu énormément comme ça, tu le soulignais Clément, et tu en parlais même avant la saison dernière, très justement, on a fait beaucoup ça face à Memphis, on y a laissé un petit peu des plumes physiquement, par contre ça a très bien fonctionné, et justement, ce que tu dis par rapport à l'arrivée de Gobert aussi, c'est que ça va permettre de mettre un petit peu plus de polyvalence défensive. Pourquoi j'en reparle? Parce que simplement, cette polyvalence-là, si on arrive à la trouver, elle va être permise justement par l'arrivée de Gobert, autant défensivement qu'offensivement. Donc, en défense, en utilisant des pré-rotations, par exemple, pour un petit peu alterner entre le edge et ces systèmes-là. Et offensivement, c'est la même chose. Ça va nous demander de la polyvalence et de l'adaptabilité, sauf qu'a priori, nos joueurs ont. Et ça va nous permettre un petit peu de jouer avec de l'alternance dans les systèmes. J'ai vu également, alors c'est Kilake qui l'a mentionné dans le chat, les paires qui vont beaucoup jouer ensemble, a priori, en effet, ça risque d'être D'Angelo Russell et Rudy Gobert, donc la forme avec un meneur balle en main et un pivot, point d'ancrage qui va venir poser des écrans. Gobert qui est un excellent poseur d'écran, un des meilleurs de la ligue, si ce n'est le meilleur. Et à côté de ça, la paire Anthony Edwards et Karl Anthony Towns qui justement va bénéficier aussi de ce que tu disais là, du fait que Towns peut s'écarter facilement du panier et ouvrir des lignes pour Anthony Edwards. Donc ça, c'est un petit peu les bases qu'on connaît. Donc déjà, ça ajoute une possibilité avec l'axe vraiment Russell-Gobert qui n'existait pas avant, qui était un axe un petit peu différent avec Russell et Towns, qui fonctionnait, mais qui est un petit peu moins traditionnel. Donc déjà, on peut avoir deux axes différents sur lesquels s'appuyer par alternance. Donc ça offre une corde supplémentaire. Et quand l'ensemble de ces joueurs-là sont sur le terrain, on va avoir justement besoin que Towns se comporte comme poste 4. Alors avec les difficultés que ça peut impliquer pour lui, ça veut dire qu'il va devoir un petit peu plus avoir la balle en main potentiellement à l'extérieur, aller chercher des lignes de découpe, aller chercher des drives, donc mettre un petit peu de vitesse dans son jeu, un petit peu de mouvement dans son jeu, au-delà simplement du fait de s'écarter. Ça veut aussi dire qu'il va être défendu par des joueurs qui vont être plus capables de fuir et de venir le suivre à l'extérieur. Après, il va falloir aller le contrer par contre, parce que si 4 s'éloigne, s'écarte de la raquette et va se mettre à 3 et que c'est un 4 un peu petit qui le suit, faut quand même lever les bras pour aller essayer de le gêner. Donc, un petit peu, ça va demander de l'adaptation pour 4. Par contre, là où j'ai une petite inquiétude sur la partie balle en main et drive de partir un petit peu plus loin, c'est qu'on l'a vu contre Memphis dans la série. Vraiment galérer sur prendre des pick and roll lui-même, aller se heurter sur des joueurs qui étaient plus petits que lui, mais très trapus, très costauds. On l'a vu sur Brandon Clark par exemple. Donc ça, à voir comment il va se comporter par rapport à ça, comment il va profiter de son avantage de taille, de son avantage éventuellement de poids, même si ces derniers jours, il a encore perdu beaucoup de poids suite à une énième maladie. Donc c'est le plus gros point d'interrogation. En fait, on a toujours vu 4 comme un 4 potentiel. Et en même temps, maintenant qu'il va l'être avec un vrai pivot, un pur 5 à côté de lui, à voir comment il va se comporter et s'il va s'adapter réellement à ce nouveau poste. Je ne suis pas trop inquiet pour plein de raisons, sa qualité de shoot, sa qualité technique.
Maintenant, à voir si justement la présence de Gobert ne bouge pas un petit peu l'accès à la raquette. C'est peut-être pour ça qu'on a vu Gobert qui prenait des shoots extérieurs. Ça va devenir un grand shooter, hein. Ça, c'est les fameuses images de pré-saison et de training camp qu'on voit toutes les années. Mais voilà, hors déconnade, ça risque d'être en effet un point d'interrogation. On va voir comment Chris Finch arrive à gérer tout ça. Voilà, je suis pas vraiment inquiet sur la partie offensive non plus. Ouais, Anthony Edwards, on l'a vu, c'est une menace extérieure monstrueuse quand il est en feu. Donc ça veut dire que tu peux pas non plus le laisser ouvert du tout. Donc ça veut dire que lui-même, par ces capacités-là, par cette polyvalence-là, il amène aussi une obligation pour la défense adverse de à la fois ne pas lui laisser la ligne de drive et à la fois ne pas le laisser shooter. Donc aussi, c'est la force, le talent d'Anthony Edwards qui va faire aussi des différences. Il doit monter encore lui aussi d'un cran, quoi. Autre, on a parlé du coup beaucoup de Kat et d'Anthony Edwards vis-à-vis de cette problématique des lignes de drive un petit peu moins ouvertes que précédemment. Il y a quand même un autre bon côté potentiellement à Rudy offensivement. On rappelle que Rudy est un excellent poseur d'écran, on peut le dire, j'allais dire très bon, mais on peut dire excellent poseur d'écran quand même, et une menace aérienne proche du cercle, au moins bonne, en tout cas proche du cercle, hein, vraiment, et la menace aérienne c'est pas vraiment le meilleur, mais malgré tout ça reste intéressant, et ça pourrait profiter à un autre joueur du 5 majeur, en la personne de D'Angelo Russell, qui n'a pas vraiment évolué autour d'un intérieur comme Rudy Gobert depuis Jarrett Allen à Brooklyn, et c'est aussi l'année où il fait peut-être les meilleurs stats de sa carrière. Alors ce n'est pas forcément une causalité parfaite, hein, calmons-nous, mais malgré tout ça lui offre en tout cas une potentialité, une menace potentielle sur le playmaking en lob intéressante, peut-être un petit peu de jeu de pick and roll un petit peu différent de ce qu'il pouvait faire avec Karl Anthony Towns, et des potentiels autres en tout cas que ce qu'il avait jusque là. Et peut-être on peut voir se dessiner deux duos offensivement avec Karl Anthony Towns, Anthony Edwards, on l'a dit, D'Lo, Gobert, deux choses peut-être un peu plus complémentaires. On parlait tout à l'heure, c'était Keylake qui nous disait que ça pouvait être intéressant justement de voir les deux duos comme deux joueurs potentiels à garder à chaque fois sur le terrain et pouvoir faire reposer le second duo. Je parle de stagger bien évidemment pour ceux qui n'auraient pas reconnu, j'en parle à tous les épisodes, j'ai l'impression d'être complètement obsédé par ce concept. Mais voilà, ça peut être aussi une solution en tout cas pour la saison régulière, d'échelonner les minutes des deux duos pour pouvoir être encore une fois avoir un niveau plancher constamment dans le jeu sans perdre vraiment une fois passé la seconde unit. Il y a aussi l'autre chose, moi, que je trouve qui est intéressant à ce niveau-là, du coup, dans la cohabitation, pour le coup, des 4 joueurs, une fois le 5 majeur lancé, ce sera les évolutions potentielles de Karl Anthony Towns et d'Anthony Edwards sur le playmaking. Parce que une fois qu'en fait ils se sont ouverts potentiellement la ligne du drive, et que si il y a un défenseur en drop, le défenseur de Rudy Gobert par exemple sur le pick and roll, qui pourrait dropper et leur enlever la ligne de drive, c'est est-ce qu'ils vont réussir à pouvoir faire la passe à Rudy Gobert, que ce soit en hauteur aussi mais sur la pocket pass, dans le bon temps. Est-ce qu'on va pouvoir voir du Karl Anthony Towns en porteur d'écran sur le pick and roll avec Rudy Gobert? Peut-être pas, on regardait dans le chat avec Kawelito, sur lequel on fantasmait un petit peu là-dessus. Bon, il y a peut-être quelques soucis là-dessus, mais en tout cas, on peut imaginer aussi que ça va être un moyen potentiel de voir l'évolution de Karl Anthony Towns et d'Anthony Edwards sur le playmaking. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, Julien, ou pas du tout, avant qu'on passe à la suite et qu'on puisse peut-être parler justement d'Anthony Edwards en lui-même, son explosion, son plafond potentiel, etc. Non, mais clairement, ça va être nécessaire, mais pas indispensable. Pourquoi? Déjà, on a vu un petit peu de progression de Russell dans le domaine. On a McLaughlin qui, pourtant à la base, je suis pas un grand fan du joueur, mais qui sur les derniers mois de la saison dernière a vraiment montré une vraie progression et une capacité. Alors, bon, c'est pas Tyus Jones, hein, mais qui va être un petit peu dans ce registre-là, très propre, de venir faire jouer les autres et absolument pas prendre le shine, et qui a été vraiment intéressant sur ce domaine-là. Donc on a deux meneurs qui sont capables de distribuer. Et l'arrivée de Kyle Anderson n'est pas négligeable aussi dans ce registre-là. Donc oui, on va avoir besoin que Anthony Edwards, de toute façon, Anthony Edwards doit
n'en déplaise à Guillaume, devenir une superstar pour que Minnesota soit un candidat au titre, tout simplement. Et donc, pour devenir une superstar, ses progrès vont passer par de la défense et du playmaking, surtout à son poste. Karl Anthony Towns, c'est pareil, on a vu des belles fulgurances l'année dernière, on a vu une capacité à distribuer, mais souvent des erreurs, des passes un petit peu trop compliquées de tenter ou des passes n'importe quoi, même à certains moments, tout simplement. Donc il faut aussi qu'il mette de la rigueur dans son jeu de passe. Donc très clairement, ça va passer par eux, mais ça me semble pas forcément absolument indispensable à nos deux meneurs, au profit de nos deux meneurs et à l'arrivée de Kyle Anderson qui peut être un facilitateur de jeu, voire un second playmaker, j'ai l'impression, par séquence. Parfait, je lisais le chat parce qu'on m'envoie des pics dans le chat. Donc, Val qui nous dit, et c'est pour la vanne, mais j'aime beaucoup. Je vois pas l'intérêt de s'égosiller sur les 4 zozos là, alors que McDaniels va botter le cul de tout le monde. Oui. C'est T-Wolf Nation FR aussi qui nous parlait de McDaniels, qu'on n'oublie pas, mais c'est vrai qu'il faut se concentrer sur quelques points, bien évidemment. Voilà. Tom, vas-y. Je sais que McDaniel, c'est Noël chain hacker à Seb et j'adore Jaden McDaniels. Donc, ouais, on essaye de se concentrer avec le temps qui nous est imparti. Mais par contre, sérieusement, c'est deux joueurs qui vont être extrêmement importants aussi. C'est du role player, voire du role player plus, pourquoi pas, si un des deux, voire les deux le deviennent. Et ils sont super, super importants dans la progression éventuelle de cette équipe, au-delà de l'arrivée simple de Gobert. L'effectif est plus deep que la saison passée, même pas photo, nous dit T-Wolves Nation. FR également, c'est vrai qu'il faut le préciser en plus de ça. Par rapport au playmaking sur Ant et Kat, on a vu des choses prometteuses en termes de playmaking, nous dit T-Wolves Nation FR encore une fois. Merci beaucoup pour ta présence dans le chat et voilà, tout ce que ça apporte en plus. Et il y a Tom qui nous disait par rapport à 4, même si on l'a déjà un petit peu évoqué, tu l'as déjà un petit peu évoqué Julien, vous n'avez pas peur que l'avantage de taille baisse un peu l'efficacité de Towns offensivement, dans le sens où il sera plus tenté de faire des post-up et de shooter au-dessus, plutôt que driver et aller chercher des fautes, alors qu'après beaucoup de pertes de balles sur les post-up et des fautes offensives un peu bêtes. C'est un petit peu ce que tu montres aussi dans la preview, ce que tu écris dans la preview, avec cet aspect Karl Anthony Towns face à des plus petits joueurs. On sait qu'il y a toujours cette difficulté de ne pas savoir vraiment comment profiter de son avantage. On l'a vu notamment en playoff, on en parlait même avec toi en playoff Julien pendant la preview face aux Memphis Grizzlies dont on parlait tout à l'heure. C'est effectivement quelque chose qui va se poser et une évolution peut-être aussi dans le jeu de Karl Anthony Towns qui va enfin devoir s'atteler à ça vraiment directement. Puisque ce sera les profils contre lesquels il sera opposé. Ouais, alors si je peux me permettre sur ce sujet-là, c'est clairement un axe de progression qui lui est demandé et qui lui est demandé depuis longtemps. Donc, est-ce qu'on peut encore vraiment espérer du progrès chez Kat? À ce niveau-là, j'en suis malheureusement pas convaincu. Il a toujours du mal à gérer ses coudes beaucoup trop haut sur certaines fois où il joue au poste, sur certains drives aussi où il part avec le bras en l'air. Je sais pas trop si on peut espérer qu'il se calme de ce côté-là. Par contre, ce qui est un petit peu plus rassurant, c'est que là où ses fautes offensives les saisons passées, et notamment dans la série face aux Grizzlies, avaient également un impact sur son aspect, sur le côté défensif, puisque là où il a tendance à prendre des fautes, forcément par son poste de pivot déjà, en étant un point ciblé sur les attaques adverses, il cumulait à la fois ses fautes défensives dues à son poste et parfois à son mauvais placement défensif, et ses fautes offensives. Donc il pouvait rapidement le mettre hors du terrain ou le faire sortir de son match, parce que la pression des fautes, la possibilité d'être sorti, etc. Là, avec la présence de Gobert sur le poste 5 du côté défensif, je me dis qu'au moins, peut-être, il y a une chance de le voir moins prendre de fautes en défense, et donc que ces fautes offensives qui risquent, à mon avis, de perdurer, soient peut-être un petit peu moins pénalisantes. À voir. Un axe intéressant à suivre, bien sûr, du côté de ces Wolves-là. Tom qui poursuit en disant « Moi, j'ai du mal avec l'attaque des Wolves quand les porteurs de balles sont aussi inefficaces, entre guillemets. Mais l'apport de Gobert dans le jeu d'écran notamment, est non négligeable. » Et ça revient un peu aussi à ce que disait Kawalito. Compliqué aussi parce qu'il avait du mal, et on aura toujours à anticiper les aides. On parle de Karl Anthony Towns, bien sûr. Mais avec Gobert sur le panier, les gens vont y réfléchir à
2 fois. C'est là aussi où je disais que voilà, les progrès en termes de playmaking vont être très intéressants parce que pour moi, il y a vraiment une limitation aussi potentielle, en tout cas une cible défensivement vis-à-vis de cette équipe des Wolves à aller chercher pour les autres équipes de la ligue. C'est potentiellement de cibler, voilà, quand Kat est sur la création, c'est plus simple, je trouve, de lui mettre la pression sur son playmaking en pariant sur le fait que peut-être il réussira pas cette passe-là vers Gobert, même si effectivement elle est potentiellement plus dangereuse parce que très proche du cercle et donc dunk facile, si tant est que, et ça fera plaisir à Val, si tant est que Rudy puisse se placer correctement et ne pas jouer le short roll très haut en pensant qu'il arrivera à dribbler ou à faire des passes exceptionnelles. Voilà, ça c'était, je devais le citer parce que j'ai encore les fantômes de Rudy à l'euro et ça me hante. Aussi pour ça que 4 sur pick and roll, j'y ne crois pas trop en tant que ball handler, nous dit Kabalito. Effectivement, on en parlait un petit peu dans le chat. Rudy roll, cœur, voilà, c'est très ironique pour ceux qui n'auraient pas compris. Julien, est-ce que tu veux ajouter un mot sur ces Timberwolves avant que je renvoie tout le monde à plein de petites ressources intéressantes sur le trade, sur l'aspect fit de terrain, etc. vis-à-vis de Gobert, et pour aller un petit peu plus de manière exhaustive un peu plus loin dans la preview que ce qu'on pourrait faire là. Est-ce que tu as malgré tout un mot de conclusion avant aussi de donner la parole au chat? N'hésitez pas si vous voulez ajouter un dernier mot sur ces Timberwolves. Non, voilà, ce serait vraiment une forme de conclusion. Toutes les questions qu'on se pose là, elles existent. On demande tous à avoir des réponses. Autant les fans des Wolves qui espèrent que les réponses soient positives que les autres spectateurs de la NBA. Et c'est déjà une bonne chose pour Minnesota. On va commencer par là. Qu'on ait un roster qui hype la ligue et que pas mal de gens dans la ligue nous regardent pour savoir ce que ça va donner, c'est déjà intéressant pour nous et c'est déjà assez rare pour nous. Donc on va déjà se satisfaire de ça. Donc forcément une saison excitante qu'on a envie de voir. Je vais peut-être m'acheter le maillot de Gobert, mais n'étant pas un très grand fan de la personne initialement, enfin du joueur initialement, j'attends surtout des grandes performances et je l'achèterai avec grand plaisir. Par contre, juste pour conclure vraiment, l'effectif, j'ai vu que Seb le mentionnait dans le chat, l'effectif, il est vraiment, vraiment fourni cette saison. Sur le papier, moi, il me paraît vraiment très, très intéressant. Donc, au-delà des questions qu'on a pu se poser, en termes de profondeur et en termes de profil, il me semble qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cet effectif-là. Tu l'as listé tout à l'heure. Un 5 majeur qui peut être très, très impressionnant sur le papier et une profondeur de banc qui est très intéressante. On les a mentionnés rapidement et ils méritent qu'on les mentionne à nouveau. Jaden McDaniels, Jalen Noel qui vont être super importants en sortie de banc a priori pour McDaniels. À voir si c'est Kyle Anderson ou Taurean Prince qui sera titulaire, mais il y en aura forcément un des deux qui sera aussi sur le banc. Jordan McLaughlin qui avait montré de très belles choses en fin de saison dernière à la Maine. On a des joueurs qui sont là, qui n'ont pas une place garantie. Je pense à Bryn Forbes, je pense à Austin Rivers qui amène des choses différentes sur les lignes arrière. Voilà, Kawhi Manson Garza qui a montré des choses en pré-saison là sur le match d'hier. Donc on a vraiment Eric Pascal qui a une nouvelle chance. Bon, c'est un pari, un énorme pari, plus qu'autre chose. Et puis de toute façon, ce n'est pas des places qui sont garanties dans le roster, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de possibilités dans cette équipe. Je trouve que le travail qui a été fait, je le trouve assez impressionnant. La marge de manœuvre était extrêmement réduite cet été. Donc d'être allé chercher, en mettant les moyens forcément en termes de pick de draft, mais d'être allé chercher Rudy Gobert et Kyle Anderson, le super coup à la free agency, on a quand même maintenant un super effectif. À voir ce que Chris Finch va en faire, mais il y a quand même de quoi être positif. Juste un petit mot aussi sur Naz Reid, qui est toujours dans l'effectif, mais le rôle va être limité cette année avec la présence maintenant de Gobert, ce qui est une très bonne chose aussi, sans lui faire offense. Il est capable de mettre des petites dynamites offensives, il a encore fait cette nuit, mais c'est pas plus mal s'il passe moins de temps sur le terrain, ou en tout cas si on peut s'en passer dans les moments importants. Voilà, donc un super effectif, et j'espère une super saison à venir pour les Loups. T-Wolves Nation FR qui nous dit: on a de la chance que le début de calendrier soit cool, du temps pour créer une cohésion. Un point très très intéressant que tu soulèves là, je suis tout à fait d'accord. On mésestime l'importance de la difficulté du calendrier, notamment en début de saison. Des fois ça peut vraiment drastiquement changer la dynamique d'une équipe. On pense aussi des fois à certains coachs qui peuvent se faire limoger ou quoi avec des résultats parce que le calendrier est peut-être plus fort aussi au début de saison. Là, pour les Timberwolves, ce sera quelque chose qui pourrait
voilà, leur permettre de tranquillement se mettre en place, et tu fais très bien de le notifier. Je vais passer sur l'autre écran pour vous montrer pas mal de choses. On a fait beaucoup de contenu sur QI vis-à-vis du trade de Gobert. On en parle d'une manière... d'un point de vue front office, d'un point de vue décisionnaire, d'un point de vue moyen long terme. Est-ce que ça valait le coup au niveau du nombre de picks de draft, au niveau de la contrepartie, est-ce que vraiment c'est intéressant pour les Wolves à ce moment-là de leur développement, etc. C'est dans ce premier article. Il y a un second article de complément qui parle pour le coup plus du fit terrain. On a abordé quelques notions ici. Malgré tout, il y a des choses un petit peu plus intéressantes, un petit peu plus en profondeur là-dedans en termes d'analyse. Bien évidemment, l'article de Jérémy sur Rudy Gobert, plus spécifiquement, c'est signé tout ça, bien évidemment, Jérémy, le fondateur de QI Basket, et on peut le dire, le spécialiste français de Rudy Gobert, Val qui nous dit Rudy Gobert France, voilà, s'il ne crée pas le Twitter, on le créera pour lui, je pense. Effectivement, et on peut vous renvoyer d'ailleurs au Basket Lab, bien sûr, de Guillaume, qui est souvent présent dans le chat avec nous et sur lequel ils sont revenus sur cet article encore plus loin. Donc c'était d'autant plus intéressant. Est-ce que je l'ai dans les commandes? Je crois que j'ai le Basket Lab dans les commandes. Voilà, c'est parfait. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, bien sûr. Pour ceux qui nous regarderaient en rediffusion YouTube, tout sera dans la description comme d'habitude. Je vais repasser à l'écran du chat. On va relire bien sûr vos derniers messages avant de se quitter. Kawelito qui nous dit: il y a un point à souligner, c'est que dans les previews, les Wolves, alors là, que mon chat s'emballe, les Wolves ne feront pas mieux que l'an passé malgré cette belle intersaison. Une des raisons, le staff l'a avoué, c'est qu'il pensait qu'on était à un plafond. L'an passé, c'était le max du roster, alors que le reste de concurrents s'est renforcé. En tout cas, si déjà il y a une bonne intégration de Rudy Gobert, ça changera fondamentalement le visage de cette franchise. Sachez que Jérém touche 1% du salaire annuel de Rudy et qu'il n'en dépense pas $1 pour son équipe. C'est très vrai. On va se mettre en grève comme pour les raffineries, mais on attendra quand même la fin de ces previews. Merci à toi, Julien. Merci à toi, Clément.